Aujourd'hui, la plupart des amateurs de voitures américaines rêvent de la période muscle cars, années 60, début années 70. Parce que comme on l'a déjà vu sur la chaîne, c'était nos limites. Nos limites sur les cylindrées des moteurs, sur les puissances, les couleurs, les designs, les accessoires complètement dingues. Et puis au début des années 70, la fête est finie. De nouveaux enjeux apparaissent dans un contexte de crise et un paquet de normes s'impose à l'industrie automobile. On entre dans la malaise era, ou ère du malaise. Une période où les constructeurs américains vont ramer et où on voit apparaître des modèles fadas, lourds, sous-motorisés, mais aussi quelques pépites. Ah, la malaise era. Cette époque où les voitures américaines sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Cette époque où sont nés tous les clichés sur les voitures américaines. Ça consomme, ça avance pas, c'est lourd, ça tient pas la route. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'au début de cette époque, les voitures américaines en général évoluent très peu. On garde les bases des années précédentes et on tente de les adapter à la va-vite à cette nouvelle ère, conditionnée par nouveaux enjeux pas du tout favorables aux constructeurs américains. Entre autres, les assureurs qui tirent la sonnette d'alarme. On l'a déjà évoqué rapidement dans ma précédente vidéo sur les muscle cars, mais ces modèles étaient principalement destinés à un jeune public, et qui dit jeune public, grosse cylindrée, dans les années 60, c'était les premières voitures puissantes qu'on pouvait vraiment avoir entre les mains et qui était accessible à un jeune public en termes de prix, et derrière ça a fait des dégâts et beaucoup de jeunes se sont tués au volant de ces muscle cars. Et en réponse à ça, les assureurs vont augmenter le prix des cotisations pour les muscle cars les plus puissants d'année en année. Ça va mettre un gros coup de frein sur les ventes de muscle cars qui étaient populaires auprès des jeunes mais qui n'avaient plus les moyens de payer les assurances derrière. Il y avait également les préoccupations environnementales. Les nouvelles normes anti-pollution qui en découlent vont aussi être à l'origine du dégonflement des moteurs, passage à l'essence sans plomb, baisse du taux de compression, généralisation des catalyseurs évanogènes dès le début des années 70, ouais, on était très en retard là-dessus en Europe. Et toutes ces modifs vont étouffer les moteurs qui perdent fatalement de la puissance. Et on a les crises pétrolières dès 1973. Elles vont forcer les constructeurs à trouver des solutions rapides pour réduire la consommation de carburant de leur voiture. Les grosses cylindrées type Big Block vont disparaître progressivement, les V8 Small Block perdurent dans des versions ramollies, et de plus petites motorisations 4 et 6 cylindres sont développées et mises en avant. Il y a aussi un aspect très important qui va beaucoup jouer sur la puissance affichée des moteurs, c'est le nouveau calcul de puissance SAE net dès 1972. C'est quelque chose que j'ai pas trop évoqué dans ma précédente vidéo sur les muscle cars, puisque les constructeurs eux-mêmes n'étaient pas très clairs sur la puissance réelle de leur modèle. Donc très compliqué d'avoir les vrais chiffres de puissance pour pas mal de muscle cars. Mais en gros, pour vous la faire simple, avant 1972, les constructeurs mesuraient la puissance de leur moteur sur un banc sans accessoires, ce qui permettait d'avoir des chiffres quand même assez optimistes. Et à partir de 1972, les constructeurs, dans leurs brochures, affichent les puissances SAE net, c'est-à-dire en incluant le filtre à air, les accessoires, l'échappement, et pas juste le moteur brut sur un banc. Donc ce nouveau calcul, il va aussi réduire nettement la puissance des voitures dans les brochures à partir de 1972. Pour revenir à cette malaise era, on a donc des voitures américaines qui perdent beaucoup de chevaux suite à la pression des assureurs, aux nouvelles normes anti-pollution et normes de réduction de consommation de carburant. Et comme si ça suffisait pas, on va même enlaidir et alourdir les nouveaux modèles à partir de 1973 avec des normes par choc réglementaires, imposées pour une meilleure absorption des chocs à basse vitesse. En résumé, la berline américaine moyenne se transforme en grosse auto-tamponneuse à V8 de poids lourd. Coupleux, mais mou. Ça a son charme. Les goûts des clients vont aussi changer dans cette période plus pessimiste et terre-à-terre. On cherche plus de la puissance et du fun, mais de l'efficience, du confort et de la sécurité. On est pragmatique. Et ce qui caractérise particulièrement cette malaise era, c'est cette difficulté des constructeurs américains à proposer des véhicules adaptés aux nouvelles attentes des clients. La plupart des voitures américaines de cette époque est encore trop grosse, trop lourde et trop gourmande en carburant. Les compacts américaines comme les Chevrolet Vega, Ford Pinto, AMC Gremlin sont des échecs de fiabilité et de sécurité. Dès que les Américains essayent de pondre une caisse compacte de petite cylindrée, ça foire quelque part. C'est pas leur truc. Et ça va laisser un champ libre immense pour des constructeurs étrangers comme Toyota, Honda, Volkswagen, qui eux savent très bien faire de bons modèles compacts économiques. Les constructeurs américains finiront quand même par identifier quelques nouveaux filons qui marchent auprès des acheteurs, comme les personal cars. L'exemple le plus flagrant de personal car à succès, c'est la Mustang 2 dès 1974. Un gros virage pris par Ford pour son modèle culte qui a longtemps été une poule aux œufs d'or. Adieu les performances et l'allure sportive qui ont fait le succès des Mustang première génération. La Mustang 2, c'est une grosse pantouflarde, un peu bourgeoise, puissante juste qu'il faut pour se traîner sans trop consommer. Et signe d'une toute autre époque, ça cartonne. Ce nouveau segment personal car permettra aux constructeurs américains de sortir un peu la tête de l'eau
Mais c'est pas la fête non plus. Le navire continue à couler gentiment jusqu'à la fin de la Malaise Era, identifiée au milieu des années 80. Pendant ce temps-là, les constructeurs étrangers, Toyota en tête, ont pulvérisé leur record de vente aux États-Unis. Dans cette Malaise Era, l'impact économique et social est aussi très fort, parce que l'automobile pèse énormément sur l'économie américaine. Beaucoup de suppression d'emplois, de fermeture d'usines, la fin de la toute-puissance des Big Three, comme on surnommait à l'époque GM, Ford et Chrysler. Perso, j'ai presque d'abord été attiré par des modèles de cette Malaise Era. C'était les voitures des films et séries de mon enfance. Ces américaines lambda de l'américain moyen, elles me faisaient ironiquement plus rêver qu'une Corvette par exemple. Parce que contrairement à la plupart des gamins, j'en avais aussi rien à carrer de la vitesse. De la grosse sportive qui fait vroom vroom. Voiture rapide, pourquoi faire? J'avais pas l'âge du permis. J'étais plus sensible au design de ces vieilles berlines américaines qui représentaient l'inconnu, la démesure, l'exotisme. Ces habitacles de grand-mère chargés en faux bois, en chrome, avec une banquette 3 places à l'avant, un levier de vitesse au volant. Ça ressemblait à rien de ce qu'on avait en France et ça avait l'air tellement confortable. Tu couples ça au rugissement des V8 dans les séries télé, au burn des roues arrière et à la suspension qui se dandine n'importe comment. Pour un petit français, ces bagnoles c'était des ovnis. Et un rêve américain accessible pour des petits budgets comme le mien quand j'étais étudiant. Des voitures sur lesquelles je pouvais vraiment me projeter. Ouais, je suis moi-même né un peu trop tard pour avoir connu les Dodge Charger 1968 abordables. Ironie du sort aujourd'hui, certains modèles de la Malaise Era sont devenus plus difficiles à trouver qu'une Camaro SS par exemple, alors qu'ils ont été produits à des tonnes d'exemplaires. Je prends souvent l'exemple des Plymouth Fury Dodge Monaco 1977-1978. On les voyait partout aux États-Unis dans les années 70-80. Ça a été archi produit et utilisé comme voiture de police, taxi, pompier. Tu les voyais dans toutes les séries et films de l'époque, et aujourd'hui c'est super difficile à trouver. Elles ont été massacrées à l'appel pour la télé, mal conservées, et maintenant on les recherche et on les restaure par passion ou pour le cinéma. J'ai justement un client via ma société Rambler qui m'a demandé de lui trouver une Plymouth Fury Dodge Monaco de cette époque. Et ça n'a pas été une mission simple. J'ai finalement déniché un bel exemplaire en Allemagne dans une bonne config d'inspecteur, avec un habitacle dans un état comme j'ai jamais vu sur une Fury. Ouais, parce que la Malaise Era, comme toute bonne période de crise, se distingue aussi par une baisse de la qualité de fabrication. Et une berline Plymouth destinée à l'administration, on est un peu moins regardant sur les finitions. Il y a pas mal de modèles intéressants sortis pendant cette Malaise Era. Dans l'ensemble, des américaines plus raisonnables avec des dimensions réduites, des V8 toujours aussi mélodieux, moins performants mais qui consomment aussi moins, des voitures parfois plus efficientes, et aussi quelques nouveaux concepts intelligents. On tente de nouvelles choses, des fois un peu étranges, un peu bizarres. Et on commence avec la Pontiac Transam 1974-1979. Au milieu des années 70, difficile de trouver des voitures sportives un peu fun. Les chevaux sont partis, il reste plus que des poneys. Même les modèles emblématiques comme la Corvette nous sortent des puissances ridicules. 165 chevaux pour le V8 de base en 1975. Chez Ford et chez Chrysler, on a carrément plus de sportives au catalogue. Les anciennes muscle cars, Ford Torino, Dodge Charger, Plymouth Roadrunner, prêtent leur nom à des personal cars molles et bourgeoises, donc plus rien à voir. Mais il reste encore une marque américaine qui propose des modèles encore un peu énervés, avec des cylindrés dignes de ce nom et un look badass. C'est Pontiac. La GTO est morte, mais la Firebird, elle, existe toujours, et avec elle, ses déclinaisons les plus extrêmes. Les puissances sont plus les mêmes qu'au début de la décennie, mais il y a encore de la grosse cylindrée. Des 455 CI 7 litres 5 jusqu'en 1976, et des looks toujours super tape à l'œil, à base de gros phénix sur le capot, de prises d'air, de kits carrosserie en mode pas de def qui élargissent la caisse. Pontiac, c'est la marque qui refuse de tuer l'esprit Transam du début des années 70. Elle veut sacrifier le moins possible cet esprit malgré toutes les contraintes de la Malaise Era. On a encore un peu de quoi s'amuser dans cette période pourrie. Et ça va durer en gros jusqu'en 1979. Dernière année des V8 400 CI Pontiac. Après, on passe sur des small block turbo, un peu expérimentaux et pas aussi fous. Ensuite, on passe au GM Colonnade 1973-1977. Là, on est dans le nouveau concept intelligent, qui nous rappelle que la Malaise Era, c'est pas que des modèles obsolètes mis aux normes à la va-vite. Les GM Colonnade, c'est une série de modèles de taille moyenne, intermédiaire, déclinés en coupé 2 portes, berline 4 portes, station wagons. On y inclut les Chevrolet Chevelle, Malibu, Laguna, Monte Carlo, les Pontiac Le Mans et Grand Am, les Buick Century et Regal, et les Oldsmobile Cutlass de 1973 à 1977. Elle se distingue par un tout nouveau dessin à l'inspiration plus européenne comme disaient les Américains. Elle faisait plus élancée, moins camionnesque que les autres berlines GM, avec des lignes beaucoup plus fluides, des montants plus fins, une surface vitrée plus importante, et aussi un habitacle plus spacieux que les autres berlines GM. Et même si elles sont pas beaucoup moins gourmandes en carburant que les grandes berlines du groupe GM, parce que la différence de taille est vraiment minime et que la mécanique est la même, ça devient un banger. On en voit dans toutes les rues américaines. Les Américains raffolent de cette nouvelle esthétique. Et le fait d'avoir quelques centimètres en moins,
suffit à les convaincre qu'elles consomment un peu moins d'essence. C'est des voitures hyper homogènes, très sympas à conduire, en plus d'être très élégantes. La AMC Pacer 1975-1980. Ça, c'était un concept inédit. Les Américains veulent des plus petites voitures qui consomment moins. Et on est vraiment dans une période de compromis, tu peux pas tout avoir. Sauf chez AMC. En tout cas sur le papier. L'idée derrière la Pacer, c'était de proposer une voiture compacte, mais qui offre le même confort qu'une grande berline. La longueur est limitée à 4,35 m, ce qui est vraiment ridicule pour une américaine de cette époque. La moyenne, c'était plus autour des 5 mètres. Mais ce qui la rend encore plus surprenante, c'est qu'elle conserve par contre la largeur moyenne d'une berline américaine, soit 1,95 m. Et vu de haut, on a presque l'impression d'observer une voiture carrée. Le design est aussi original, elle a un look mignon, attachant, un peu dans l'esprit d'une Cox ou d'une Mini, version XXL. Une immense surface vitrée qui lui vaudra le surnom de serre, option clim à prendre obligatoirement, et une des grandes originalités de cette AMC Pacer, c'est aussi les fameuses portes asymétriques. La portière droite est 10 cm plus large que la portière gauche pour faciliter l'accès aux places arrière. Sous le capot, on avait surtout des 6 cylindres 4,2 litres pour alimenter l'image d'une voiture plus sobre, moins gourmande qu'une américaine classique à moteur V8, ce qui n'était pas gagné pour autant, ce 600 lignes buvait comme un V8. Donc autant prendre la rare option V8 si tu pouvais. Elle a eu un petit succès en France parce qu'elle faisait partie de ces premières voitures américaines à taille humaine pour des Européens. Et puis son look un peu marrant avait pas mal séduit la jet set française des années disco. Le Jeep Cherokee SJ de 1974 à 1983. Tellement cool ce 4x4. Il n'est pas révolutionnaire en soi, on a déjà eu le Jeep Wagoneer sorti dans les années 60 qui va un peu civiliser le 4 roues motrices. Faire passer le 4x4 d'un utilitaire rustique à une familiale un peu luxueuse, ni plus ni moins que le premier SUV. Dans cette ère de la personal car, de nouveaux concepts, pourquoi pas décliner une version un peu plus typée sport du Wagoneer, qui cible les célibataires ou les couples avec une version de porte. Et on obtient ces déclinaisons trop cool du Jeep Wagoneer, les Cherokee de la plateforme SJ, avec cette immense surface vitrée qui illumine la partie arrière, coulissante en option, des jantes sport, un volant sport, et des looks incroyables avec des super choix de couleurs, de kits graphiques en fonction des finitions, comme les Golden Eagle ou Golden Hawk. Il y a même une option intérieure denim, donc avec revêtement blue jean. Il n'y a pas plus américain. Et ça manque pas de puissance avec le V8 360 AMC qui fait déjà du très bon boulot sous le capot des AMC Javelin. La Malezera, c'est aussi un concentré de kitsch et d'opulence dans des gabarits plus ratatinés. L'exemple le plus flagrant, c'est la Cadillac Eldorado, vaisseau amiral de la branche luxe du groupe GM. Pour l'année modèle 1979, on revoit la copie. Fini les dimensions de paquebot, les énormes blocs V8 de plus de 7 litres de cylindrée, c'est la diète à tous les niveaux. On passe d'une longueur de 5,70 m en 1978 à un peu moins de 5,20 m en 1979. On retire même 20 cm en largeur. Et surtout, l'Eldorado perd 400 kg, c'est énorme. Et pas plus mal quand on sait que les motorisations vont rétrécir d'année en année. Parce que 1979, c'est l'unique année où on trouvera un moteur vraiment dynamique. Le V8 5,7 litres Oldsmobile injection de 170 chevaux. En traction, comme le veut la tradition sur les derniers Eldorado, avec quand même suspension indépendante et frein à disque aux 4 roues, plus correcteur d'assiette électronique. Je vous parle pas du V8 5,7 litres Oldsmobile diesel qui était dispo en option, qui avait une fiabilité catastrophique, mais cette Eldorado reste vraiment intéressante même avec les moteurs essence plus mous des années suivantes. Elle offre tout le luxe, le confort, le savoir-faire de Cadillac, l'ambiance salon rococo de nouveaux riches américains des années 70, tout ça dans un gabarit un peu plus adapté au garage européen. Cadillac nous a aussi pondu une étonnante version touring coupé à l'esprit sportif, avec une suspension plus ferme, des éléments chromés peints couleur carrosserie, et le V8 4 litres 1 de 135 chevaux. La bonne blague. La Cadillac CV 1975-1979. Son objectif ? Tuer la concurrence des berlines premium allemandes aux États-Unis et en Europe. C'était la Cadillac internationale. L'exotisme et le prestige de cette marque connue aux quatre coins du monde, mêlés à un brin de finesse des productions du vieux continent. Le gabarit et le poids sont réduits pour s'approcher des standards d'une grosse Mercedes, sans jamais nier l'identité d'une vraie Cadillac. À commencer par la grosse calandre type temple grec, et tout le charme des intérieurs bling bling. Mais si c'est la plus petite des Cadillac, elle devient aussi la plus chère des Cadillac. La marque veut envoyer un message fort. C'est pas une mini Cadillac, c'est la meilleure Cadillac. Le nouveau standard of the world. Le V8 5,7 litres Oldsmobile de 180 chevaux associé à une boîte auto 3 rapports fait des merveilles sur cette voiture. Elle est très vive mais aussi bien plus maniable et agile qu'un yacht Cadillac typique de cette époque. Et c'est une propulsion. C'est pour moi une des Cadillac les plus équilibrées et sous-cotées des années 70. Elle garde l'esprit kitsch rococo ultra confort qu'on apprécie sur les vieilles Cadillac,
tout en étant plus efficace en conduite plus énervée. La Chevrolet Camaro Z28 1978-1981. Le milieu des années 70 a tué l'image sportive de la Camaro. Les gros blocs ont disparu, les small blocs restants ont perdu pas mal de chevaux, pour se retrouver avec des coupés à peine capables de doubler une Impala de grand-mère. Mais dès 1977, les choses vont changer. Le package Z28 annonce le retour des performances et la fierté de l'afficher. Avec des kits carrosserie déco de plus en plus radicaux. D'office, la Camaro Z28 est livrée avec son V8 350 CI 5 litres 7 à carbu 4 corps dans sa version high performance de 185 chevaux. C'est pas fulgurant sur le papier, mais on revient de loin et c'est franchement réactif. Quelques améliorations techniques sont aussi apportées. Un pont court, une suspension raffermie, une double ligne qui respire, des freins à disque assistés, une boîte manuelle 4 vitesses d'office. La boîte auto est en option. On a aussi une instrumentation complète. Vraiment, le package Z28 va transformer la Camaro. J'aime particulièrement les kits carrosserie de fin de génération, en mode grosse patte def et bande multicolore inspiration Hot Wheels. On commence à percevoir un peu d'espoir, un peu d'optimisme chez Chevrolet, comme si la Malaisera n'allait peut-être pas mettre totalement fin au plaisir automobile. La Chevrolet Caprice 1977-1990. On va le dire clairement, c'est pas un modèle qui se distingue par son fun à l'époque. De toute cette liste, c'est peut-être la moins originale. On a juste à première vue une berline américaine tout à fait banale. Mais je tenais à en parler parce que cette voiture, c'est peut-être une des valeurs sûres du catalogue Chevrolet dès son lancement en 1977. On a une Caprice redessinée, plus cubique, raccourcie et allégée par rapport à l'ancienne génération qui était encore un paquebot. Je le rappelle, on est en période de downsizing, tout en offrant un très grand coffre et encore plus d'espace à bord. Pas de big block, mais des small blocks très efficaces à la consommation bien plus modérée. Un super confort routier, cette Caprice a réussi à tenir la promesse de faire plus avec moins. Tout est plus petit qu'avant, mais mieux et plus efficace. Ce qu'avait moins réussi la MC Pacer par exemple. Cette génération de Caprice va perdurer jusqu'en 1990 et restera la berline préférée des administrations. Parce que comme sur un utilitaire, on change pas une équipe qui gagne. Parce que si GM a expérimenté plein d'innovations mécaniques, électroniques dans les années 70-80, différents types d'injections sur les Camaro et Corvette, plein de gadgets électroniques, d'affichages digitaux, sur la Caprice on est toujours resté sur les basiques. Les ensembles moteur-boîte-pont les plus fiables, le minimum syndical d'électronique, juste ce qu'il faut pour répondre aux normes de chaque année. Tu prends une Caprice de 1987-1990, la dernière phase de cette génération, t'as les versions les plus abouties avec toutes les améliorations apportées. Le moteur le plus fiable, le plus efficient en boîte auto 4 vitesses. Des valeurs sûres. Et on retrouve sensiblement le même schéma avec les Ford LTD Crown Victoria 1979-1991. La Ford Gran Torino 1974-1976. On va être honnête, cette Gran Torino, elle avait rien de très novateur à l'époque. Si je vous en parle, c'est surtout grâce à une célèbre série télé. La fameuse Zebra 3, une Ford Gran Torino 1974, 1975, 1976 selon les scènes, c'est vraiment un personnage à part entière de la série, elle sert pas juste de décor. Et je trouve trop cool qu'ils aient choisi une banale Gran Torino comme voiture star. Parce que si tu regardes les séries télé de l'époque où les voitures sont au cœur de l'action, les modèles des personnages principaux c'est souvent des sportives ou des voitures un peu inabordables histoire de faire rêver le téléspectateur. Mais là ils ont pris une Ford assez lambda. Et tu sais quoi? C'était une Camaro qui était prévue à l'origine mais la production n'a pas réussi à trouver d'accord avec Chevrolet. Ils ont finalement pioché la dernière Gran Torino de chez Ford qui était partenaire. Plus lourde, plus pataude, elle se vautrait aussi mieux dans les virages qu'une Camaro. Ce qui permettait de faire de plus belles images de glissade sans trop forcer. Chose que n'appréciaient pas forcément les acteurs qui trouvaient cette voiture inconduisible. Histoire de la distinguer un peu pour un petit budget, les fameuses bandes blanches ont été posées sur le rouge tape à l'œil et des grosses jantes Aluslot et de mag ont été installées. Mais ça reste une Ford Tuning! On avait une palanquée de blocs disponibles au catalogue, en fait je crois que tous les V8 Ford étaient dispo sur la Gran Torino. Du V8 302 5 litres au V8 460 7 litres 5. Mais étant donné qu'on est dans le pic de la Malaisera, tous ces moteurs aussi gros qu'ils soient étaient pas proposés dans les versions les plus véloces. Après, c'était pas très compliqué de récupérer quelques chevaux. Que dire d'autre si ce n'est que la gueule est mythique et qu'on est un peu tous attachés à cette voiture. Peut-être une des raisons pour lesquelles le modèle n'a jamais été remplacé après 1976, alors que la série a continué jusqu'en 1979. La Pontiac Grand Prix 1973-1977. C'est une des personal cars de cette décennie qui, je trouve, a fait le pari d'un vrai parti pris design. C'est osé, hyper assumé jusqu'au bout, presque dans la même veine qu'une Buick Riviera Bobtail. Ça démarre avec ce nez en pointe, une signature chez Pontiac.
qui vient dans le prolongement du V du capot, la ligne d'enfer avec ce petit décroché au niveau de la portière, et ce V qui revient légèrement au niveau de la malle de coffre, puis cet intérieur hyper luxueux avec un tableau de bord dessiné en mode cockpit, complètement orienté conducteur, avec la console centrale et, chose rare, du vrai bois. Parce que la Grand Prix chez Pontiac, c'est un modèle bien plus exclusif. Le Dodge Lille Red Express 1978-1979. L'idée de con qu'on adore. À la fin des années 70, Dodge détecte une petite faille concernant les normes d'émission à l'échappement. Aussi drastique qu'elle soit d'année en année, elle concerne uniquement les véhicules qui ont un PTAC, donc poids total autorisé en charge, de 2700 kg maximum. Au-delà, pas de normes strictes, pas de catalyseur obligatoire. On considère qu'on a surtout affaire à des utilitaires dont la puissance est nécessaire pour travailler, pour tracter du lourd et pas pour faire le con sur une piste de 400 mètres. Ça, c'était sans compter sur Dodge et son Lille Red Truck Express 1978. Pour résumer, ils ont pris une base de Dodge Descent, le pick-up le plus court, le plus léger de la gamme, mais qui a un PTAC supérieur à 2700 kg. Et ils ont mélangé tous les ingrédients maison pour en faire une muscle car. Mais quel génie! Ils t'ont pris le V8 360 CI 5 litres 9, configuration police, sans catalyseur, préparé avec arbre à cam, distribution et carburateur high performance, une boîte auto et un pont court uniquement en propulsion. Le message est clair, c'est pas un pick-up pour bosser dans les champs mais pour fumer du pneu en drag race. Avec ses 225 chevaux et cette configuration unique, il abat le 0 à 60 miles par heure en 6 secondes 7. C'est impressionnant pour un pick-up mais aussi pour une sportive en 1978, puisque la plus puissante des Corvette 9 talonne à 7 secondes 8. Le Dodge Lille Red Express est reconnaissable au premier coup d'œil avec son rouge étincelant, son habillage de bed en véritable chaîne, et cette double ligne de poids lourd, mais aussi son bel intérieur unique avec siège séparé et volant tough wheel. Inauguré sur les muscle cars Mopar du début de la décennie. Mais dès l'année suivante en 1979, les règles se durcissent et le Dodge Lille Red Truck n'échappe plus aux normes. Le nouveau modèle doit tourner au sans-plomb et intégrer un catalyseur, ce qui va réduire un peu sa puissance. L'affront ultime, il devra aussi répondre à une nouvelle réglementation qui limite la graduation des compteurs de vitesse à 85 miles par heure. Puis si ça suffisait pas à dégoûter les acheteurs, la seconde crise pétrolière de 1979 va faire grimper le prix des carburants. Le Dodge Lille Red Express aura été une courte parenthèse mais qui a quand même laissé une belle empreinte et qui fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs. Voilà pour cette petite sélection. L'idée c'était de vous montrer que malgré cette période pourrie pour l'industrie automobile américaine, il y a quand même quelques petites perles qui ont été produites. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. D'ailleurs, il y a un vrai regain d'intérêt récent pour les voitures américaines de cette période. C'était encore une fois une liste non exhaustive. Je vous conseillerais aussi à peu près n'importe quel coupé, grosse berline ou station wagon de cette époque. Parce que même si c'est moins puissant, ça reste hyper confortable, hyper bien optionné. Et on a encore des coupes de camions qui rendent la conduite très smooth. Et puis niveau budget, ça reste aussi bien plus abordable que les voitures américaines la précédente décennie. Et cette fin de la malaise era, on la situe plutôt au milieu des années 80, une période où le prix de l'essence va se mettre à diminuer, où les constructeurs américains vont faire de gros progrès en matière de performance et de consommation, notamment avec l'injection qui va être de plus en plus perfectionnée. Donc les Américains goûtent à nouveau au plaisir de la performance et sont un peu moins inquiets de la consommation des véhicules. Et en parallèle, on a aussi Chrysler qui était proche de la faillite à la fin des années 70, qui nous fait un retour fracassant avec toute sa nouvelle plateforme K, avec tous ces nouveaux modèles issus de cette plateforme qui étaient totalement en adéquation avec les attentes des acheteurs américains du début des années 80. Et on arrive progressivement à un quasi-revival des muscle cars des années 60. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. À bientôt!